Les années 60 n'ont pas été une décennie, elles ont été une explosion. Alors que le monde changeait la musique, la mode et la façon de comprendre la liberté, quelque chose d'encore plus sauvage se produisait sur deux roues. Les Anglais dominèrent d'une main de fer, les Japonais arrivaient discrètement comme des apprentis qui allèrent bientôt devenir des maîtres, et les Américains rugissaient avec des moteurs qui semblaient sortir de l'enfer. 50 ans plus tard, leurs héritiers technologiques auraient dû les enterrer. Mais ils n'y sont pas parvenus. Voici les 15 machines des années 60 qui, aujourd'hui encore, en 2026, font la leçon aux modernes. Numéro 15, Yamaha IDS3. Changeons complètement de puce. Oubliez les gros moteurs, les gros cylindres et le poids. La Yamaha IDS3 était minuscule. Elle ressemblait à une moto de livraison de journaux, mais elle cachait un cœur de compétition qui ridiculiserait plus d'une machine de cylindrée supérieure. Nous parlons d'un deux temps, un concept que les puristes méprisaient car jugé sale et bruyant, mais que Yamaha a transformé en or. Son moteur bicylindre de 246 cm3 crachait 21 chevaux de puissance, et il le faisait en montant dans les tours comme une moto de Grand Prix. La clé de la IDS3 était le poids. Cette chose pesait autant qu'un vélo moderne bien nourri, ce qui lui donnait un rapport poids-puissance qui laissait pantois des motos 3 fois plus grosses. Monter une IDS3 n'était pas une promenade, c'était une expérience binaire. Soit vous étiez à fond, avec le moteur hurlant comme une banshee à la limite du compte-tours, soit vous n'avanciez pas. Il n'y avait pas de juste milieu. Le cruising décontracté n'existait pas. Si vous vouliez aller doucement, il valait mieux descendre et pousser. Et quand vous décidiez de lui lâcher la bride, la magie opérait. Elle était agile, réactive, et vous donnait l'impression d'aller plus vite que vous n'alliez réellement. Le bémol, et c'était un gros bémol, c'est que les deux temps sont des créatures tempéramentales. Elles étaient plus assoiffées qu'un marin au port et fumaient plus qu'une locomotive à charbon. Si vous vous trompiez dans le mélange d'huile, vous finissiez à pied avec un moteur serré, pleurant sur une pièce de musée brûlante. Mais si Yamaha avait un atout dans sa manche, son éternel rival Suzuki ne restait pas les bras croisés. Ils avaient un atout, et en plus, il avait 6 vitesses. Numéro 14, Suzuki T-Winged Super 6. Alors que le reste du monde se débattait avec des boîtes de vitesse à 4 rapports qui ne fonctionnaient souvent pas bien, Suzuki est apparu avec une machette et a fendu la jungle en deux. La Suzuki T-Winged Super 6 est arrivée sur le marché et a dit « 5 vitesses ? C'est mignon. Nous, on en met 6. » Et ce n'était pas du marketing, c'était réel. Cette moto, avec son moteur 2 temps de 247 cm3, avait une transmission à 6 rapports qui semblait provenir d'un camion. Le résultat était une petite bête qui pouvait rester dans la zone de puissance quoi qu'il arrive. Peu importait si vous montiez une côte, avec un vent de face ou en remorquant un sidecar imaginaire, vous aviez toujours une vitesse de plus pour prolonger la joie. Ces 29 chevaux en faisaient l'une des 2 temps les plus rapides de son époque. Elle accélérait avec une fureur qui effrayait les 4 temps de plus grosse cylindrée et laissait ses concurrents japonais se demander comment ils avaient refait. Suzuki l'a appelée Super 6 sans complexe, et ce n'était pas du bluff. Elle était rapide, légère et possédait cette étincelle de folie que seuls les 2 temps savent donner. Le problème est que toute cette complexité mécanique avait un prix. 6 vitesses signifiait plus de pièces, plus de choses qui pouvaient tomber en panne, plus d'entretien. Et comme tout bon 2 temps, elle restait une amante exigeante nécessitant des soins constants et un mélange d'huile parfait. En fait, l'un des projets les plus ambitieux a failli devenir un échec légendaire. Mais de cet échec est née l'obsession de la perfection. Numéro 13, Honda CB 450 Black Bomber. Honda avait un problème. Ils avaient conquis le monde avec des motos petites, fiables et simples. Mais aux États-Unis et en Europe, le prestige se mesurait en centimètres cubes. Ils avaient besoin d'une grosse moto, et ils en avaient besoin tout de suite. Ainsi, avec la précipitation d'un étudiant la veille d'un examen, Honda a conçu la CB 450 Black Bomber. Et quel design! Honda a décidé que son moteur bicylindre parallèle de 444 cm3 utiliserait un calage de l'allumage à 180 degrés. Cela signifie que les 2 pistons montent et descendent en même temps, au lieu d'alterner comme le font la plupart. Sur le tableau noir de l'ingénieur, cela promettait une douceur de fonctionnement incroyable. Dans la réalité, la Black Bomber vibrait comme un lave-linge en cycle d'essorage. Et elle sonnait comme un tracteur de mauvaise humeur. Mais tout n'était pas mauvais. La moto était rapide, très rapide. Elle pouvait maintenir les 160 km/h sans sourciller et possédait une sophistication technique qui surpassait presque tout ce qui était européen. Double arbre de levat en tête, chose impensable sur une moto de route à l'époque.
Le problème est qu'à vitesse d'autoroute, la conduire revenait à se masser la colonne vertébrale avec un marteau-piqueur. Les vibrations étaient si violentes que les rétroviseurs devenaient inutiles, les vis se desserraient toutes seules et les mains du pilote s'endormaient au bout de 20 minutes. Honda avait construit un dispositif de torture de haute technologie qui, par coïncidence, allait très vite. Mais alors que les Japonais expérimentaient, de l'autre côté du continent, dans un petit coin d'Espagne, une entreprise au nom imprononçable construisait certaines des plus belles motos de l'histoire. Numéro 12, Bultaco Metrala. Voici une moto provenant d'un pays que beaucoup ne sauraient situer sur une carte et qui pourtant faisait des ravages sur les circuits du monde entier. Bultaco était une entreprise espagnole fondée par un génie nommé Paco Bulto, qui avait décidé que s'il ne pouvait pas rivaliser en cylindrée, il rivaliserait en talent. Et la Metrala fut son chef-d'œuvre. Nous parlons d'une moto qui existait en cylindrée de 200 et 250 cm3 et qui dans les deux cas était une œuvre d'art sur roue. La Metrala n'était pas seulement une moto, c'était une sculpture fonctionnelle. Les lignes du réservoir, le bras oscillant, la selle, tout était conçu avec un goût exquis qui vous faisait vous demander comment cela pouvait sortir d'une usine et non d'un atelier de personnalisation haut de gamme. L'ingénierie était à la hauteur du design. Elles étaient légères, incroyablement maniables et dotées d'une puissance spécifique qui ridiculisait des motos de plus grosse cylindrée. Sur une route sinueuse, une Bultaco Metrala pouvait suivre le rythme de machines bien plus grandes et puissantes, et de plus, elle le faisait avec une élégance stupéfiante. Le problème, comme toujours avec les petites marques, était le réseau de distribution. Hors d'Espagne, trouver un concessionnaire Bultaco revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Et si quelque chose cassait, oubliez l'achat de la pièce de rechange au coin de la rue. Et si Bultaco prouvait que le talent ne connaît pas de frontières, en Italie, on allait encore plus loin. Là-bas, on ne construisait pas des motos, on construisait de l'art motorisé, et parfois, cet art était si complexe qu'il faisait peur. Numéro 11, Ducati 250 Mach 1. Nous arrivons au sérieux italien. La Ducati 250 Mach 1 n'était pas une motocyclette, c'était une déclaration de principe. Ducati regardait le monde et disait « Nous n'allons pas faire des motos pour aller au travail. Nous faisons des sculptures roulantes pour que les hommes rêvent. » Et la Mach 1 était le rêve devenu réalité. Son grand tour de magie était le système de soupapes desmodromiques. Alors que le reste du monde utilisait des ressorts pour fermer les soupapes, Ducati a dit « Les ressorts sont pour les lâches. Nous allons les fermer avec un système mécanique, parce que c'est plus compliqué, plus cher et bien meilleur. » Et ils avaient raison. Ce système permettait à son moteur monocylindre de 249 cm3 de tourner comme une moto de course, poussant la puissance jusqu'à des limites insoupçonnées. Elle sonnait comme une mitrailleuse quand on montait dans les tours et répondait avec une agressivité addictive. Elle était magnifique, sophistiquée et possédait ce « je ne sais quoi italien qui vous faisait pardonner tous ses péchés ». Car elle en avait. Le système démodromique était une merveille quand il fonctionnait. Mais quand quelque chose flanchait, vous aviez besoin d'un ingénieur aérospatial avec un diplôme en mécanique de précision pour le réparer. De plus, étant un monocylindre très poussé, elle vibrait pas mal. Pas au niveau de la Black Bomber, mais suffisamment pour qu'après un moment, vous vous demandiez si vos mains tenaient toujours le guidon. Mais toute l'Italie ne suivait pas le chemin de la complexité radicale. À Mandello del Lario, une autre marque construisait quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui durerait des décennies sans presque aucun changement. Numéro 10, Moto Guzzi G7. La Moto Guzzi G7 n'attire pas l'attention au premier regard. Elle est discrète, presque austère. Mais cette moto apparemment simple est la grand-mère de l'une des dynasties les plus longévives de l'histoire du moteur. Ce moteur V-twin transversal de 703 cm3 que vous voyez là, avec les cylindres dépassant sur les côtés comme les ailes d'un oiseau métallique, est le même concept que Moto Guzzi continue d'utiliser aujourd'hui. La V7 est née pour un but très concret, équiper la police et l'armée. C'est pourquoi elle était construite comme un char d'assaut, robuste, fiable et avec une livraison de couple si douce qu'elle semblait infinie. La transmission par cardan éliminait les problèmes de chaîne et l'ensemble était conçu pour fonctionner pendant des années avec un entretien minimal. Ce n'était pas une moto pour les coureurs ou les motards du dimanche. C'était pour les gens qui avaient besoin que leur véhicule démarre chaque matin, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. C'était l'équivalent motard d'une bonne chaussure de travail, laide mais indestructible. Le problème est qu'effectivement, elle était un peu fade. Comparée aux sportives japonaises ou britanniques, la V7 avait le charisme d'un réfrigérateur. Elle était lourde, pas particulièrement rapide, et son comportement dynamique était, disons, tranquille.
Mais la V7 a créé un marché, celui des touring confortables et fiables, qui est encore aujourd'hui l'un des plus importants du secteur. Cependant, alors que les Italiens construisaient pour durer, de l'autre côté de la mare, aux États-Unis, il y en avait qui construisaient pour effrayer. Numéro 9, Harley-Davidson Sportster XLCH. Et maintenant, messieurs, tenez fermement le guidon, car voici Harley-Davidson à l'état pur. La Sportster XLCH était le doigt d'honneur de l'Amérique envers quiconque disait que les motos Yankee étaient lentes et lourdes. C'était la version hot rod de la Sportster, une machine dépouillée, allégée et mise au point pour une seule chose, aller vite en ligne droite. La XLCH sortait d'usine avec des pistons à haute compression, des cames radicales et juste l'équipement nécessaire pour être légal. Tout le reste, garde-boue, chrome superflu, le moindre gramme de poids, partait directement à la poubelle au nom de la vitesse. C'était une moto construite pour le quart de mile, pour les courses de rue et pour terroriser quiconque se trouvait à sa portée. Ce moteur V-Twin Ironhead de 883 cm3 rugissait comme l'apocalypse elle-même quand vous ouvriez les gaz. Et le son, oh quel son! C'était le son de la liberté américaine, brut, violent et sans filtre. La XLCH pouvait tenir tête à n'importe quoi en accélération. Et de plus, elle le faisait avec une esthétique à glacer le sang. Mais bien sûr, c'était tout le contraire d'une moto civilisée. Elle était bruyante, rude, pas du tout fiable et avait le confort d'un banc en ciment. De plus, ces cames si radicales signifiaient qu'elle n'avait pas de puissance à bas régime. Pour démarrer, il fallait lui donner du gaz comme si vous la détestiez. Mais quand vous vouliez faire une déclaration d'intention et que cette déclaration était « Je suis le plus méchant du quartier et je me fiche de qui le sait », il n'y avait rien de tel que la XLCH. C'était de l'attitude américaine pure sur deux roues. Numéro 8, BMW R69S. Voici une moto qui posait une question révolutionnaire dans les années 60. Et si faire de la moto n'avait pas à être un exercice de sacrifice? La BMW R69S était la première classe sur deux roues, une oasis de luxe et de raffinement au milieu d'un désert de machines bruyantes et vibrantes. Son moteur Boxer Twin de 594 cm3 était doux comme de la soie, si équilibré qu'il semblait flotter sur l'asphalte. La transmission par Cardin éliminait cette corvée éternelle de la chaîne, et la qualité de construction était si solide qu'elle ressemblait à une montre suisse avec des roues. C'était la moto que choisissaient les voyageurs sérieux, ceux qui voulaient avaler des kilomètres sans arriver en miettes. Elle offrait une position de conduite confortable, une protection aérodynamique décente et une fiabilité qui vous permettait de traverser l'Europe sans crainte de tomber en panne. Le problème est que, pour être juste, elle était aussi excitante qu'une réunion de copropriété. La R69S était pratique, efficace et magnifiquement construite. Mais elle manquait de ce grain de folie, de cette étincelle qui vous donne envie de vous lever à 6 h du matin juste pour aller faire un tour sans but. C'était une moto pour la tête, pas pour le cœur. Et de plus, elle coûtait plus cher que beaucoup de voitures de l'époque et trouver un concessionnaire était une mission impossible. Mais elle a posé un précédent. Elle a prouvé que l'on pouvait voyager avec classe, et cela, dans les années 60, était une véritable déclaration. Numéro 7, Royal Enfield Interceptor. Voici l'une de ces motos dont presque personne ne parle, mais que ceux qui la connaissent vénèrent. La Royal Enfield Interceptor fut la moto la plus rapide que la firme indienne d'origine britannique ait jamais construite. Et à son époque, elle pouvait écraser la plupart de ses concurrents les plus célèbres en ligne droite sans sourciller. Son moteur bicylindre parallèle de 736 cm3 délivrait environ 52 chevaux, un chiffre sérieux pour 1962 quand la plupart des motos en avaient la moitié. L'Interceptor pouvait atteindre les 175 km/h et maintenir cette vitesse toute la journée, sans transpirer, sans se plaindre, sans menacer d'exploser. Royal Enfield l'a fabriquée en nombre très limité, c'est pourquoi elle n'est pas aussi célèbre qu'elle le mérite. Mais ceux qui savaient, savaient. Si vous vouliez une moto rapide, fiable et sans fioritures, c'était votre arme secrète. Le problème était la qualité de construction, qui variait autant que la météo britannique. Certaines Interceptors étaient indestructibles, de véritables chars qui duraient des décennies. D'autres semblaient avoir été faites un vendredi après-midi et se démontaient toutes seules si vous les regardiez de travers. Et comme il s'agissait d'un petit fabricant, trouver des pièces de rechange était une aventure en soi. Mais quand vous tombiez sur une bonne série, l'Interceptor était de la magie pure sur roue. Elle a prouvé qu'il n'était pas nécessaire d'être un géant pour construire une moto de haut vol. Mais le meilleur restait à venir, juste au moment où les Britanniques semblaient tout maîtriser. Numéro 6, Triumph Trident T150. Préparez-vous, car voici ce qui aurait pu être et qui ne fut pas.
La Triumph Trident T150 représente le chant du cygne de l'industrie britannique, le dernier sursaut avant l'hécatombe. Cette moto était si avancée, si bien conçue et si belle qu'elle aurait dû être le bélier avec lequel l'Angleterre freinerait l'invasion japonaise. Son moteur tricylindre en ligne de 740 cm3 était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Il sonnait comme aucun autre moteur sur Terre, un mélange de grognements profonds et de hurlements mécaniques qui donnaient la chair de poule. Il délivrait 58 chevaux, une véritable bête en 1969, et se maniait avec une précision qui ridiculisait ses rivales. La Trident était rapide, fiable et magnifique. C'était l'ingénierie britannique à son apogée. Tout en elle respirait la qualité et la sophistication. Mais elle est arrivée tard, très tard. Quand la Trident est apparue dans les concessions, Honda avait déjà lancé la CB 750 et le monde entier regardait vers le Japon avec des yeux écarquillés. De plus, Triumph était en crise financière et n'a pas pu la produire en quantité suffisante. La Trident est restée un chef-d'œuvre mineur, un éclair de génie dans un crépuscule annoncé. Mais elle nous a rappelé que les Anglais avaient encore beaucoup à dire. Et en parlant de dire, la moto suivante ne parlait pas, elle criait. Et elle le faisait depuis le podium. Numéro 5, BSA Goldstar DBD34. Ceci n'est pas une moto, c'est une arme de guerre. La BSA Goldstar DBD34 n'a pas été faite pour aller au travail ni pour se promener le dimanche. Elle a été faite pour gagner des courses, point final. Son moteur monocylindre de 499 cm3 était le propulseur de course le plus avancé de son temps. Culasse en alliage léger, énorme soupape, came de compétition et un rapport de compression si élevé qu'il exigeait de l'essence de course impérativement. Cet engin crachait une puissance bestiale d'un seul cylindre. La Goldstar dominait tout ce qui se présentait devant elle. Course sur route, trial, motocross, course de côte. S'il y avait une compétition sur 2 roues, il était fort probable qu'une Goldstar la gagne. Elle était si supérieure que ses rivales jetaient presque l'éponge. Mais bien sûr, c'était un animal indomptable. Elle rugissait, vibrait, était bruyante et exigeait des soins constants comme une diva de l'opéra. La vibration était si sauvage qu'elle pouvait vous déchausser les dents. Mais quand il s'agissait de performances pures et dures, rien ne pouvait l'égaler. C'était la moto qu'achetaient les vrais pilotes quand ils voulaient gagner. Et ils ont gagné. Numéro 4, Triumph Bonneville T120. Nous arrivons à l'icône. Quand quelqu'un dit « moto classique », c'est cette image qui lui vient à l'esprit. La Triumph Bonneville T120 ne fut pas seulement une motocyclette, ce fut un phénomène culturel qui a défini l'esthétique de toute une décennie. Son moteur bicylindre parallèle de 649 cm3 était la combinaison parfaite de puissance, de son et de style. 46 chevaux qui vous faisaient vous sentir rapide, sans avoir besoin de rouler comme un kamikaze, et un échappement qui sonnait comme une musique céleste. Mais au-delà des chiffres, la Bonneville était de la beauté pure. C'était la moto des rockers, des café racers, de tous ceux qui voulaient projeter une image de rébellion sans effort. Elle est apparue dans des films, a inspiré des chansons et est devenue le symbole de la contre-culture sur roue. Quand Marlon Brando avait besoin d'une moto qui ait l'air dur, il a choisi une Triumph. Maintenant, les Britanniques de l'époque avaient 2 péchés capitaux. Elles perdaient de l'huile par chaque joint et leur électricité semblait conçue par un ennemi. Elles laissaient des flaques partout où elles se garaient et refusaient de démarrer au pire moment possible. Mais personne ne s'en souciait quand ils pilotaient une Bonneville. Elle avait une âme, du caractère et suffisamment de charisme pour qu'on lui pardonne tous ses défauts. C'était l'imperfection faite œuvre d'art. Numéro 3, Norton Commando 750. Mesdames et messieurs, nous avons atteint le sommet de l'ingénierie britannique. La Norton Commando 750 était tout ce que les motos anglaises auraient toujours dû être. Rapide, fiable, douce et dotée d'une esthétique à couper le souffle. Les ingénieurs de Norton ont résolu le grand problème des bicylindres britanniques, la vibration. Ils ont monté tout l'ensemble du moteur et de la transmission sur des supports en caoutchouc, créant le système isolastique qui rendait la Commando aussi douce qu'une turbine, mais sans perdre une once de ce caractère britannique si spécial. Son moteur de 745 cm3 délivrait 60 chevaux et pouvait atteindre les 180 km/h, mais l'important est qu'il le faisait sans vous secouer les dents. La Commando a remporté le prix de la motocyclette de l'année du magazine Motorcycle News pendant 5 années consécutives. 5 ans. Cette moto était si bonne qu'elle a maintenu Norton en vie pendant le début des années 70 presque à elle seule. Elle était magnifique, rapide, maniable et possédait juste ce qu'il faut de caractère pour que vous en tombiez éperdument amoureux. Le problème est que, comme toute bonne britannique,
le contrôle de qualité était une loterie. Certaines étaient indestructibles, d'autres, un puits sans fond financier. Mais quand tout fonctionnait, la Commando était la perfection sur roue, ce que l'Angleterre a connu de plus proche de la gloire éternelle. Numéro 2, Veloset Venom Clubman / Truxton. Et maintenant, la surprise. La moto que très peu attendent, mais que les connaisseurs savent qu'elle mérite d'être ici. La Veloset Venom, dans ses versions Clubman ou Truxton, fut la dernière grande balle anglaise monocylindre. Alors que tous regardaient les multicylindres, Veloset a continué à perfectionner le monocylindre jusqu'à des limites insoupçonnées. Son moteur de 500 cm3 était une œuvre de précision. Avec le carénage de la Truxton, il était capable de frôler les 100 miles par heure, chose incroyable pour un seul piston dans les années 60. Mais l'important n'était pas la vitesse de pointe, c'était la façon d'y arriver. La Venom était une moto de pilote. Elle exigeait que vous sachiez la mener, que vous compreniez ses réactions, que vous respiriez avec elle. Elle était légère, maniable, et possédait un châssis qui semblait lire dans vos pensées. Sur une route sinueuse, elle pouvait suivre le rythme de motos bien plus puissantes parce que vous étiez à fond tout le temps, sans peur, sans complexe. C'était l'essence pure du motard. Le problème, comme toujours, était la disponibilité. Veloset était une artisane, pas une usine de série. Elles étaient chères, difficiles à obtenir, et quand quelque chose cassait, l'odyssée pour trouver des pièces de rechange était épique. Mais la Venom représentait l'esprit indomptable de l'ingénierie britannique. La preuve qu'avec du talent et de l'obsession, on pouvait défier les géants, jusqu'à ce que le géant définitif arrive. Numéro 1, Honda CB 750. La voilà, celle qui a tout changé. La moto qui a saisi l'industrie mondiale, l'a secouée par les cheveux et la reconfigurada à sa guise. La Honda CB 750 n'a pas révolutionné le motocyclisme, elle l'a inventé de nouveau à partir de zéro. Avant la CB 750, les motos étaient des machines tempéramentales, bruyantes, peu fiables et exigeantes. Il fallait les choyer, comprendre leurs manies et accepter leurs caprices. Honda est arrivé et a demandé « Et si nous construisions une moto qui fonctionne tout simplement ?» Son moteur de 4 cylindres en ligne et 736 cm3 était quelque chose que personne n'avait vu sur une moto de route. 4 cylindres, arbre de levage en tête, démarrage électrique, frein à disque avant et une fiabilité qui a fait pleurer d'envie les fabricants britanniques. 67 chevaux, 200 km/h et tout cela sans drame, sans vibrations insupportables, sans fuite d'huile. Mais le plus important, c'est qu'elle était abordable. Honda avait découvert comment produire en masse une moto sophistiquée, fiable et très rapide à un prix que les mortels pouvaient payer. La CB 750 n'a pas seulement tué symboliquement l'industrie britannique, elle l'a enterrée avec un sourire. Elle a inauguré l'ère des superbikes et a établi le Japon comme le maître incontesté du moteur. Chaque moto moderne, chaque sportive, chaque naked, chacune d'entre elles porte un peu de l'ADN de la CB 750. Ce fut le début de la fin d'une époque, mais aussi le début de tout ce qui est venu après. Et c'est pour cela qu'elle reste, aujourd'hui, meilleure que beaucoup de modernes. Parce que sans elle, tout simplement, les modernes n'existeraient pas.